C'est un grand plaisir d'être à nouveau ici au club. Beaucoup de nous, vous êtes tous en maths ou dans une discipline connexe. Et il y a plusieurs raisons pour lesquelles on veut faire des maths. Beaucoup, c'est par le défi. Deuxième cause, c'est probablement pour le plaisir de comprendre quelque chose. Tout le monde a vécu avoir bûché, puis soudainement le déclic se faire. C'est super sympathique de voir ça. Et il y a aussi un sentiment qui est que les profs emploient souvent quand ils présentent un résultat qu'ils aiment beaucoup, c'est de dire « Ah, ça c'est vraiment beau ». Je dois avouer que j'aimerais ça vous parler de beauté, mais aussi de désordre, puis de raison de voir la beauté à des endroits un peu remarquables. Donc, il va y avoir 3 sections, comme vous pouvez voir, 3 segments qui semblent déconnectés, mais fiez-vous à moi, il va y avoir des liens. Le premier parle, en fait, d'art visuel. Peut-être certains d'entre vous connaissez Jackson Pollock. Je présume que personne connaît le psychologue de la perception, Richard Taylor. Quand vous allez à un musée, vous regardez des œuvres qui ont été jugées belles. Elles ont été jugées belles par des gens en histoire de l'art, des muséologues et tout. Et ça a été vraiment filtré par des années, sinon des siècles d'études de ce qui pourrait plaire. Souvent, on peut même utiliser un mot très spécifique pour décrire le sentiment qu'on a. Par exemple, dans Vermeer, typiquement, c'est l'intimité des mises en scène qu'on voit. Pour Klimt, il y a probablement la sensualité, malgré que ce soit si peu figuratif. Il y a cet élément incroyablement sensuel. Désespoir, angoisse dans le cri de Munch. Puis dans le Magritte, ici, il y a un sentiment de dynamique, de mouvement incroyable. Pour cette peinture de Pollock, c'est moins clair quel est le mot qu'on aimerait employer. Ce qui est chouette, c'est que j'ai déjà demandé à une audience comme vous à qui j'ai présenté ceci, puis le mot que j'ai entendu souffler, la personne avait été trop gênée pour vraiment dire le mot, mais le mot était comme gâchis ou dégâts. Quand on regarde un petit peu mieux, on peut voir un élément ludique, un élément amusant, un genre de décontracté ou d'explosion de lignes, de courbes. Ça peut être amusant. Donc, cette œuvre-là est de Jackson Pollock, un grand peintre autour des années 50-60 du siècle dernier. Et je rentre en scène l'autre personnage de cette section, Richard Taylor, qui est un psychologue de la perception. Donc, il relate dans les lignes que je vais vous lire, vous pouvez les lire, mais écoutez-moi plutôt. Il relate une expérience qu'il a faite avec de ses copains. Il était un peu à la campagne, puis il y a eu une énorme tempête, donc nous ensemblâmes une énorme structure de branches d'arbres qui avait été déposée au sol par une violente tempête. Une partie de cette structure agissait comme une gigantesque voile, capturant le mouvement du vent, qui à son tour était transféré à des contenants de peinture qu'ils avaient accrochés à toutes ces branches-là. Nous décidâmes de nous retirer à l'intérieur, laissant ainsi à la structure la chance de peindre pendant la nuit. Le jour suivant, la tempête était passée, manque un E, et l'image qu'elle avait laissée ressemblait à un Pollock. Et il conclut que Pollock devait avoir adopté les rythmes de la nature dans ses actes de peintre. On le voit ici, peindre, un instant, celui qui est par terre, c'est Autumn Rhythm. Puis vous voyez ici une autre qui est complétée sur le mur, One, number 31. Et c'est assez chouette comme peinture. Il est flou parce qu'il est en plein mouvement. On le voit ailleurs dans d'autres photos. On voit mal
le galon à peinture, puis il utilise le pinceau non pas de façon traditionnelle, mais simplement pour orienter les jets de peinture qu'il fait. Donc, il en a fait beaucoup. Et je reviens à Taylor. Donc, ce psychologue de la perception dit que les peintures créées par notre structure de branche me suggéraient que les remous aléatoires des peintures de Pollock pouvaient posséder un ordre subtil, celui des fractales. Donc, j'ai mentionné l'intimité de Vermeer, la sensualité de Klimt, la dynamique de Magritte. Et ce que Taylor est en train de nous dire, c'est que peut-être parmi tous les sentiments, les émotions que l'art visuel peut nous prodiguer, il y a peut-être d'autres choses comme la perception des fractales. Durant la dernière décade, les chercheurs ont commencé à analyser les préférences visuelles pour les patrons fractales. Donc peut-être qu'il y a un certain plaisir chez les êtres humains ou certains êtres humains à percevoir des fractales. Je vais vous en construire un. Vous l'avez peut-être déjà connu parce que vous êtes des étudiants en mathématiques. Mais voici la construction itérative du flocon de von Korr. Ça commence par un segment de ligne plate et ennuyeux. À chaque itération, donc ceci, c'est l'étape 0 et ceci est le résultat de l'étape 1 qui consiste à remplacer chacun des segments ici par 4 petits segments de cette forme-là. Donc, à l'étape 2, ce segment, ce segment, ce segment et celui-ci seront remplacés par le même dessin avec les petits chapeaux. Étape 2, 3, 4, et j'arrêterai ici parce que de toute façon, la résolution du projecteur ne sera pas suffisante pour vous montrer l'étape suivante. Vous êtes habitué à penser au processus limite. Donc, le flocon de von Korr est le résultat limite de ce processus itératif. On vous a appris à penser à la limite dès votre école secondaire en disant, soit une droite en géométrie euclidienne, on en dessine un petit bout, mais c'est clair qu'elle est infinie dans un sens et infinie dans l'autre. Vous êtes habitué de penser à ça. Et probablement la meilleure façon de réfléchir au flocon de von Korr, c'est comme ce processus limite. On ne connaît pas beaucoup l'objet, sauf qu'on peut le visualiser en faisant un close-up de cet objet-là. Sauf qu'une fois que le processus limite est fait, il y a une étape infinie d'itération. Puis même si vous faites un zoom de 3 ou 4 itérations, il y en a encore une infinité à refaire pour revenir au segment original et jamais vous n'y reviendrez. OK? Donc, c'est assez chouette de voir cette animation-là. Vous ne gagnerez jamais. Il réapparaît toujours dans sa totalité. J'aimerais introduire un concept, je ne sais pas si vous y êtes familier, c'est celui d'une dimension d'objet, une dimension qui pourrait ne pas être un entier positif. OK? Donc, je vais étudier 3 objets, un segment de droite et que j'aimerais vous décrire comme un objet à une dimension, une tuile toute peinturée, que j'aimerais vous dire que c'est un fragment d'un plan à 2 dimensions, et l'objet que je viens de construire, qui est le fractal de von Korr. L'idée, c'est, pour définir ce concept de dimension qui pourrait ne pas être un entier, c'est de voir comment se comporte l'acte de le tamponner avec un tampon qui devient de plus en plus petit. Donc, j'ai employé le mot burin, l'objet qu'on emploie pour marquer le cuir, par exemple. Mais commençons avec un burin ou un tampon qui a vraiment la dimension des carrés que j'ai dessinés. Donc, avec un seul coup du burin, je peux complètement couvrir les 3 objets à l'étude, la tuile, le von Korr et la droite. Si je divise par 3,
clairement, ça va me prendre 3 coups. Ça va m'en prendre 9 pour la tuile. Puis là, vous pouvez dire, « Ah, y a-t-il une façon intelligente de faire les choses? Les mathématiciens ont essayé. » Non, ça en prend toujours 4. OK, divisons une autre fois par 3. Ça m'en prend 9. Ça m'en prend 9 au carré. Puis ça m'en prend 4, 4, 4, 4, 4 au carré. Bon, on peut faire ça une autre fois. 27. Et la bonne façon de réfléchir aux choses, c'est de dire, j'ai divisé 3 fois le burin par facteur de 3, et ça me prend 3 à la 3 à la 1 pour couvrir ceci. Donc 27 à la 1. J'ai divisé 3 fois par 3, ça me donne 27 au carré pour couvrir ceci. Ici, ça me prend 4 à la 3, puis si je divisais n fois, j'aurais 4 à la n. Puis là, je me dis, y a-t-il une façon d'uniformiser la notation, puis de dire ça serait 3 au nombre de divisions à la puissance d, puis un exercice relativement simple qui me fait dire que cet objet-là n'a pas dimension 1, n'a pas dimension 2, mais a dimension ceci. Donc, si c'est un 9 ici, c'est 3 au carré, donc je pourrais sortir le 2. J'aurais donc 2 log 3 sur log 3, j'aurais dimension 2. 9 est plus grand que 4, et 4 est plus grand que 3. Donc, ce chiffre-là est entre 1 et 2. OK? Donc, c'est une façon de généraliser le concept de dimension. Donc, les objets fractales, ici, il est très régulier, mais je pourrais avoir un objet extrêmement irrégulier, mais dont les propriétés internes me forcent à admettre que sa dimension n'est pas un entier, mais entre 2 entiers. OK. Donc, Richard Taylor, malgré qu'il est un psychologue de la perception, connaît assez bien les maths, suffisamment pour dire « Est-ce que je peux me convaincre que cette peinture-là est un objet fractal? » Donc, l'idée, c'est de prendre des burins, non pas ronds comme je l'ai fait, mais carrés, et de tamponner avec tous les carrés où il y a un peu de peinture. Bon, avec la grosseur ici, tous les carrés ont de la peinture. Mais quand je vais diviser la grandeur de mon burin, comme ici, ce petit carré-là est reproduit plus grand ici, puis il y a plein d'endroits où il n'y a pas de peinture. Donc, je n'aurai pas besoin de donner des coups de burin ici, mais simplement où il y a de la peinture. OK? Donc, il y a quelques années, je me suis acheté une reproduction de cette peinture-là. Je l'ai photocopiée, je l'ai numérisée sur le photocopieur du département. J'ai l'habitude de me faire dire « tu fais des choses étranges ». Mais bon, OK, bien. Bref, j'ai fait le calcul. Donc, plus on diminue la grosseur du burin, plus on augmente le nombre de coups de burin. Et la pente n'est pas entre 1 et 2, c'est une échelle logarithmique, mais moi, j'ai obtenu 1,69 et Taylor a obtenu 1,45. C'est pas grave, je suis a priori d'accord qu'il y a un semblant de structure fractale à la peinture de Taylor. OK? C'est assez intéressant. Donc, Taylor a émis ces hypothèses-là un peu, je pense, dans les années 90. Donc, il observe aussi, lui a été beaucoup plus ambitieux, il l'a fait sur plusieurs œuvres de Pollock, et il constate que la dimension fractale des peintures de Pollock augmente au cours de sa carrière. Pollock est mort dans un accident d'auto très dramatique, mais bref, c'est ce que Taylor observe. Ça a été critiqué à la planche.
Donc, il y a plein de gens qui ne croient pas à ceci. La structure fractale des mathématiciens, rappelez-vous, quand j'ai fait un zoom sur le fond de corps, il y avait toujours de plus en plus de structures qui apparaissaient. Alors qu'il y a un moment donné, j'ai beau augmenter la grandeur de la peinture, bien, les plus petites taches de peinture ont une dimension finie, puis il n'y aura pas plus fin quand je vais le faire. Donc, les gens sont frustrés par ces hypothèses-là. Mais ces idées-là ont été quand même assez remarquables pour que la fondation qui gère les œuvres de Pollock et de son épouse Lee Krasner, l'ont invité à essayer de déterminer la paternité de 3 œuvres qu'on attribuait à Pollock. Et Taylor a fait le test de fractalité, si je peux dire. Il ne l'a pas observé sur ces toiles-là, donc a dit probablement ce n'est pas de Taylor. Ça vaut ce que ça vaut. Donc, je trouve ça intéressant, toutes ces idées-là. Ça soulève l'idée que l'esprit humain peut être sensible à, je sais pas, l'intimité d'une scène, la sensualité d'une autre, etc. Et peut-être aussi à des choses qui sont beaucoup moins, pour lesquelles on n'a pas de mots, sauf les mathématiciens, la fractalité de certains patrons. Voici une peinture de Pollock qui date un petit peu après celle que j'ai étudiée, 1952. Taylor me dit que la dimension fractale est de 1,72. Elle a plus de 2 mètres en largeur. Donc, lors d'un trimestre sabbatique, j'étais à Canberra, où elle est. Je suis allé la voir et je dois avouer que ce que vous voyez est plus beau que ce que j'ai vu, probablement à cause de l'éclairage. C'était très gris ce que je voyais, mais c'est très, très gai ici, c'est très chouette. L'œuvre a été achetée par le musée, la Galerie nationale, dans les années 80 pour environ 1 million. Le musée n'avait pas le droit de payer une telle somme et donc ça a dû monter au gouvernement lui-même pour que le premier ministre ou un de ses sbires signe la possibilité d'acheter l'œuvre pour 1 million. Évidemment, ça fait les journaux. Tout le monde était offensé qu'un tel dégât soit acheté. Bref, elle est depuis ce temps-là à la Galerie nationale. Elle est évaluée à quelques 50 millions au moins maintenant. Donc, c'est un bon placement, que ce soit un dégât ou non. C'est aussi l'œuvre qui est le plus visitée du musée. OK? Donc, quelle que soit la validité des idées de Taylor, je trouve que l'idée était super intéressante. Je voulais vous en parler à cause qu'on a l'impression que c'est du désordre, même s'il y a un sentiment de beauté quand on la regarde. Ça m'a aussi permis de vous introduire la dimension fractale. Je change de sujet. Maintenant, les 3 personnes dont vous allez entendre parler, c'est Robert Brown, Einstein et Norbert Wiener. Vous connaissez probablement Einstein, probablement Wiener, peut-être moins Brown. C'est un grand biologiste de la fin du 19e siècle qui est connu avant tout pour cette publication, dont le titre prend tout l'écran. Avant de vous en lire une partie, c'est quelqu'un de prestigieux au moment où il publie ce texte-là. Mais ce texte-là a été refusé par toutes les revues de l'époque. Donc, il le publie, ce texte, à ses frais. Et donc, lisons seulement cette petite partie-là. On the particles contained in the pollen of plants and on the general existence of active molecules. Qu'est-ce qu'il reporte de ses observations faites dans les mois de juin, juillet et août 1827? C'est l'expérience suivante. Bon, peut-être je ne lis pas ceci, mais ce qu'il fait est assez simple. Il prend le pollen sur l'antère d'une plante, le dilue dans l'eau et l'observe au microscope. Il est convaincu que le pollen n'est pas une substance vivante présentement. Okay? Donc, pour lui, le pollen n'est pas vivant, mais ce qu'il observe, c'est qu'une fois dilué dans l'eau,
tout ce pollen-là bout. Il est estomaqué par ceci, répète l'expérience avec plusieurs matériaux et il observe toujours la même chose. Donc, ayant établi que le mouvement de particules de pollen dans toutes les plantes que j'ai examinées, j'ai été amené à me demander si cette propriété demeurait après la mort de la plante, parce que, bon, le pollen, on peut se dire, oui, si ça se développe, éventuellement, ça va donner des graines, donc il y a de la vie malgré tout. Mais si on apprenait quelque chose d'organique, mais de mort, ça ferait-tu la même chose? Donc, nous sommes en Angleterre, tout le monde chauffe au bois, donc il y a de la suie partout. Il suffit de se passer la main dans la cheminée, récolter de la suie, et là, tout le monde est d'accord. C'est d'origine organique, mais ça a flambé au possible, c'est mort. Il refait l'expérience donc avec de la poudre de suie, même observation, la suie boue. Il veut rapporter les choses scientifiquement, il a peur à sa carrière. Donc, sa dernière idée, c'est de se faire envoyer de la poudre de sphinx, le sphinx d'Égypte, en disant, ça fait quelques millénaires que ça cuit à 40 degrés Celsius, ça c'est mort. Il refait l'expérience, ça bouge encore. Donc, si vous vous ennuyez samedi soir, allez sur YouTube et regardez ces magnifiques films qui sont maintenant non pas de la graine de sphinx, mais des gouttelettes de gras de lait dans une substance diluée. Donc, je vais me mettre le doigt ici. Oups. Et clairement, elle se déplace. Et mon vidéo va se terminer et elle se sera déplacée largement. Donc, tout le monde qui a refait l'expérience obtient exactement les mêmes observations que Brown, sauf que l'observation qu'il rapporte dans son texte publié à ses frais était contre tout ce qu'on savait. Ça va prendre Einstein pour modéliser ceci de façon propre et dire c'est tout à fait naturel. Il le fait dans une année qui est pas mal fructueuse, où il publie 3 articles qui vont révolutionner chacun des 3 le domaine où ils sont. Donc, il y a la relativité restreinte, qui est une forme très modeste de la relativité générale qui va publier 15 ans après, 10-15 ans après. Il y a l'effet photoélectrique et le mouvement brownien, Brown ayant donné son nom à ce mouvement chaotique. Donc, avec quelques hypothèses raisonnables, Einstein dit, quand vous avez des particules en suspension dans un liquide, les molécules ou les atomes du liquide bombardent les particules en suspension, changent leur direction et leur inculquent un mouvement. Puis ce mouvement-là est tel que j'ai cette relation-là. Donc là, j'ai employé la notation d'Einstein. Les crochets veulent dire l'espérance. Donc, je ne mesure pas l'espérance du déplacement, mais l'espérance du carré du déplacement en fonction du temps. Et ça dépend, selon Einstein, linéairement du temps avec une constante d qui, là, va dépendre de plein de paramètres où il est extrêmement explicite. Einstein écrit ce papier-là en 1905. À l'époque, les physiciens étaient très méticuleux pour spécifier leurs hypothèses. C'est un plaisir de le lire. Et une des hypothèses, c'est, si vous faites la mesure, prenez des temps grands comparés au temps entre les collisions qui font bouger les particules en suspension. Donc, si je vous prenais la racine de cette valeur moyenne, de cette espérance de x au carré, ça dépendrait de la racine de t. OK?
Donc, je ne vais pas passer à travers toute la discussion du papier d'Einstein. C'est très, très, très bien fait. Bref, les particules en suspension se comportent comme un gaz parfait qui sont à l'intérieur de molécules, par exemple, d'eau, qui les bombardent. Il y a un effet aérodynamique ou hydrodynamique à considérer qui ressemble à l'effet de l'air sur les ailes d'avion. Bref, il obtient cette relation où le déplacement au carré, en moyenne, est linéaire en temps. Ce qui est remarquable, c'est que dans ce calcul-là, il doit faire intervenir toutes sortes de constantes physiques et il doit faire l'hypothèse que le liquide dans lequel c'est en suspension, ces particules, est de nature moléculaire ou atomique. Donc, évidemment, vous vous faites dire, depuis votre secondaire, que la structure matérielle est constituée d'atomes ou de molécules. Donc, vous en êtes convaincu, vous n'en avez jamais vu, mais tout me semble marcher avec cette hypothèse-là. L'hypothèse date des Grecs, mais jamais en 1905, on avait une vérification expérimentale de l'existence des atomes et des molécules. Sauf que, avec ce calcul d'Einstein, il était possible de compter, par exemple, les molécules d'eau qui bombardaient les particules en suspension. Donc, si on parvient à reproduire, par exemple, cette formule-là, et qu'elle est basée sur l'hypothèse atomique, à ce moment-là, on a comme une vérification par la bande de la justesse de l'hypothèse atomique. En 1905, ceci était vraiment incroyable. Donc, le grand physicien Jean Perrin va demander à ses étudiants au doctorat de se frotter les mains pendant des heures et des heures avec du latex entre les deux pour créer des milliers de petites particules de latex, desquelles nous choisirons un sous-ensemble ayant la même dimension pour faire l'expérience d'Einstein avec des particules, des petites boulettes de latex de même dimension. Ça va marcher exactement comme Einstein avait prévu. Et donc, en 1913, Jean Perrin écrit ce texte dans ce livre, Les atomes 1930, d'où j'ai pris la phrase suivante. La théorie atomique a triomphé. Nombreux encore naguère, ses adversaires enfin conquis renoncent l'un après l'autre aux défiances qui longtemps furent légitimes et sans doute utiles. Il a pris le prix Nobel pour avoir demandé à ses étudiants au doctorat de se frotter les mains. On aimerait avoir comme mathématicien une façon plus intelligente que de demander à ses étudiants de faire ça pendant des heures, de modéliser le mouvement brownien. C'est plus compliqué que ce qu'on vous enseignait en 1720. Donc, en 1720, vous avez sans doute déterminé la probabilité d'un pile ou d'un face quand vous jouez avec une pièce de monnaie, d'un tir de dés ou de dés pluriels, la probabilité d'une paire d'un brelan au poker, la loto 649, les lois de la génétique, les caractères récessifs, etc. Mais la question, c'est si je mets tous les mouvements browniens dans un sac, donc ça veut dire si j'ai vraiment une grosse équipe d'étudiants au doctorat, et je leur demande de prendre à chaque seconde où une particule de gras est rendue, puis de le faire pour des milliers et des milliers de particules de gras. Donc, j'aurai 1000 histoires de mouvements. À quoi ça ressemble? Quelle est la distribution de probabilité sur ces parcours de boulettes? Puis, je le modélisais. Donc, la modélisation est relativement simple. Vous l'avez probablement vu. Je vais commencer l'animation qui est très, très longue. Donc, vous ne vous laissez pas hypnotiser par ceci. Donc, tout se passe en une dimension. La petite boulette rouge peut aller à chaque instant à gauche ou à droite.
Elle le fait quand, par exemple, l'horloge clique, tic, tic, tic. Elle peut le faire par directement la place à gauche, directement la place à droite, et les deux étant équiprobables. Donc, ça fait ce genre de déplacement un peu stupide. Mon animation est trop longue, donc je vais passer à la suivante. Qui a été faite pour expliquer au grand public ce qu'est un dessin à 2 dimensions. Donc, j'ai appris, à force de donner des conférences au grand public, qu'à moins d'avoir fait au moins sciences nature au cégep, les gens ne savent pas ce que c'est un graphique. Donc, tous les graphiques que vous avez vus sur la pandémie, il y a au moins 50% de la population qui n'a aucune idée de ce que c'est. Donc, voici mon une dimension où ma petite boule rouge se déplace et ça trace au cours du temps une fonction qui dépend de la variable temps et qui me donne en ordonnée la position. Donc, voici ce que je vais étudier maintenant. En voici une, en voici plusieurs. Donc, c'est un petit peu déprimant parce que c'est désordonné, évidemment. Puis, c'est un peu difficile de connaître les propriétés de cette chose-là. OK? Cependant, ça prend, ceux qui ont fait le cours de mathématiques, un gros 15 minutes à programmer. Puis là, quand on en a programmé une, on peut en faire des milliers. Mais la belle surprise, malgré l'horrible désordre, c'est que ça vérifie ceci, avec d égale à 1. Donc, on semble être sur le bon chemin, mais il y a plein d'autocritiques que je peux faire. En voici quelques-unes. Les sphères soumises au mouvement brownien, donc les petites boulettes de gras dans l'eau, elles ne sautent pas à intervalles réguliers. Si elles changent de direction à cause des impacts avec les molécules, c'est à tout moment, on ne sait jamais en quel moment, c'est certainement pas à temps régulier. Leurs sauts ne sont pas tous égaux. Donc, si je regarde même microscopiquement à des petits intervalles, des fois, il y a un gros saut. Des fois, on dirait qu'il ne bouge pas. Donc, ma modélisation n'est certainement pas bonne. Puis, leur mouvement est probablement en 3 dimensions. Aussi, la lamelle du microscope est très, très fine, 2 dimensions au moins. Bon, ce problème-là est facile à arranger. Je pourrais imaginer aussi d'exiger que mon marcheur aléatoire se déplace d'un cran dans la direction nord, sud, gauche, droite ou devant, arrière. Puis ça, j'aurais le 2 dimensions, 3 dimensions, mais c'est clair que c'est fractionnaire. Et peut-être une façon de corriger ces deux choses-là, c'est d'écouter la leçon d'Einstein. Regardez pas avec des temps petits. Regardez avec des grands temps pour que la marche ait eu le temps de faire son chemin, ou dans le cas d'Einstein, pour permettre aux molécules d'avoir cogné suffisamment les boulettes de gras. Donc, l'idée, c'est une idée très, très mathématique. Je vais prendre la limite quand le temps va aller vers l'infini. Puis là, je vais devoir faire attention de comprimer le temps puis comprimer l'espace, mais en ne détruisant pas cette relation-là. La meilleure façon, puisqu'on ne fait pas un cours sur le mouvement brownien, c'est une animation où je comprime plus rapidement l'axe vertical que l'axe horizontal. Le temps ici, par exemple, si je contracte par 100, je contracte par 10. OK? Maintenant, les aspérités, une fois que ceux-ci sont beaucoup moins visibles, on ne voit plus si le promeneur aléatoire a fait 1 ou 2 marches. Par exemple, ici, il marche très, très rapidement pour se rapprocher de l'axe du point initial à 0. Puis ici, on dirait qu'il piétine. OK?
Donc, on a cette limite, mot que j'ai utilisé pour le fond de corps. Puis là, je peux me demander qu'est-ce qui se passe si maintenant je fais un zoom. Donc, le processus limite inverse. J'ai appris du fond de corps que je n'allais jamais revenir à l'itération 0 parce qu'il y a eu une infinité d'itérations. Dans le processus limite, ici, j'ai pris T, la compression allant à l'infini. Donc, je m'attends à avoir des problèmes puis de me demander ce qui va se passer. Donc, j'ai décidé de vous montrer deux graphiques. Voici un mouvement brownien, un parmi les milliards de l'infinité que je peux trouver. Et ceci est les cordes vocales d'une dame qui chante Madame Butterfly. C'est un opéra tragique. Vous savez que les femmes ont tendance à beaucoup plus mourir dans les opéras que les hommes. Donc, les mathématiciennes ici, restez avec nous. Essayez pas de chanter. Le taux de mort à l'opéra est trop grand. Bref, elle est à la veille de commettre son suicide. C'est très, très mouvementé. Ça ne ressemble pas au mouvement brownien, mais on pourrait dire que c'est très, très, très désordonné. Donc, l'animation qu'on va voir maintenant enseigne quelque chose. C'est que malgré l'émotion de Madame Butterfly, sa voix produit des ondes très, très, très régulières quand on fait un zoom. Cependant, plus je l'étire, plus il reste lui-même le mouvement brownien. Une fois que j'ai pris la limite, le degré de mouvement brownien ne disparaît pas. La fonction étirée ressemble totalement à un mouvement brownien usuel. Donc, ce désordre-là est incroyablement plus désordonné que celui-là. Et puisque j'ai enseigné analyse de Fourier à certains d'entre vous, vous savez que probablement avec quelques harmoniques, je pourrais reproduire le spectre de la voix que cette dame-là chantait. Maintenant, je peux répondre à une question que j'avais formulée de façon un peu imagée. Si je mettais tous les mouvements browniens dans un sac et j'en prenais un au hasard, à quoi ressemble-t-il? Donc, maintenant que Nobert-Wiener nous a donné toutes les façons de construire le mouvement brownien, on peut répondre à cette question-là de façon très, très précise. Par exemple, avec probabilité 1, la fonction que vous voyez est continue. Ce qui est un peu surprenant parce que des fois, il y a des grands sauts, mais elle est continue avec probabilité 1. Ce qui est un peu désagréable, c'est qu'avec probabilité 1, elle est dérivable en aucun point. Okay? Donc, continue, mais nulle part dérivable. Ça a aussi créé de l'émoi dans la culture mathématique, dans les communautés mathématiques. Donc, Charles Hermite écrit à Stillchess, « Je me détourne avec effroi et horreur de cette plaie lamentable des fonctions continues qui n'ont pas de dérivée. » Non seulement il y avait de l'émotion forte, mais ceux qui étaient curieux, comme Henri Lebègue, souffraient. Pour beaucoup de mathématiciens, je deviens l'homme des fonctions sans dérivée, et comme l'horreur que manifestait Hermite était ressentie par presque tous, dès que j'essayais de prendre part à une conversation mathématique, il se trouvait un analyste pour me dire oh, « ça ne peut pas vous intéresser, il s'agit de fonctions avec dérivée. » Ce qui me fait dire que choisissez vos amis pas parmi les analystes. OK. Dernière section. 3 personnes que vous avez beaucoup moins de chances de connaître. Ce sont des gens qui ont fait des travaux très récents à propos d'une autre modélisation, celle, par exemple, de la percolation. Donc, tempête dans une tasse de thé ou plutôt désordre dans un filtre à café. La modélisation est très, très simple et comme beaucoup de modélisation, elle est simpliste. Dans le sens que les grains de café auront tous des formes hexagonales. Donc, la mouture de café est parfaite, tous des petits hexagones.
Et quand je le mets dans le filtre, qui n'est pas un cône, mais un rectangle, quand la mouture se place, elle se place toujours à des positions de façon à remplir un réseau rouge, le rouge étant pour la mouture, ou laisser des plages libres pour que l'eau passe. OK? Simpliste, incroyable, mais c'est un modèle qui a été très travaillé par les mathématiciens et les physiciens, en fait. Seule info disponible, la probabilité qu'il y ait en un certain point du réseau hexagonal une mouture de café ou un trou où l'eau peut passer. Donc, il s'avère qu'effectivement, c'est un modèle de la percolation. On peut l'utiliser aussi pour les déversements toxiques, les claquages de résistance, la propagation de maladies dans les vergers ou même dans les pandémies. À nouveau, je vais être intéressé à prendre une limite quand la mouture va devenir plus petite et le réseau sur lequel elle s'agrippe aussi. En fait, je serais intéressé à poser la question la plus simple. Quelle est la probabilité que l'eau passe en fonction de la probabilité P qu'il y ait un des hexagones qui ait de la mouture? S'il y a de la mouture partout, l'eau ne peut pas passer. Évidemment, si vous êtes un peu rapide, vous allez voir qu'il y a une plage jaune qui relie le haut et le bas. Et donc, pour ce remplissage de mouture de café, l'eau aurait passé. OK? Et j'aimerais me concentrer sur l'interface entre la mouture et la plage où l'eau passe. C'est sur cette interface-là qu'il y a eu des résultats remarquables fin des années 90, début des années 2000. Donc, avant ces travaux d'Odette Schramm et de ses deux collègues Greg Lawler et Wendelin Werner, on savait que quand on prend la limite, quand la mouture tend vers 0, il s'avère qu'il existe une probabilité PC en dessous de laquelle l'eau ne passe jamais et au-dessus de laquelle l'eau passe toujours. Donc, si la mouture est infiniment fine et j'en mets une certaine probabilité dans le compte trop grande, l'eau ne va jamais passer. Puis, juste en dessous, si le P est plus petit que PC, l'eau va assurément passer. Donc, c'est un peu surprenant que ce soit tout un ou tout l'autre, mais c'était un théorème. Odette Schramm a commencé des travaux pour décrire cette interface-là. Et puisque j'arrive proche de la fin et que mes trois sections sont liées, je vais me poser la question, l'interface est-elle reliée au mouvement brownien? La réponse est oui. Mais l'interface est-elle un mouvement brownien? Non. Et le lien entre les deux est, je crois, absolument magnifique, beau, malgré qu'on soit en train de décrire le désordre le plus complet. Il me reste 5 minutes, allons-y. Donc, nous allons nous mettre en PC, l'endroit qui délimite la position où oui, c'est sûr que ça passe et non, c'est sûr que ça ne passe pas, et décrire l'interface entre une plage de mouture et une plage libre. Les physiciens ont fait des hypothèses parce que ça les intéresse. Les choses qui changent brutalement de « ça passe » à « ça passe pas », c'est typique des transitions de phase, comme l'eau qui est liquide, qui soudainement devient gazeux ou qui congèle dans la glace. Puis, ils ont pensé que ces phénomènes-là, au point critique, au point miraculeux où les choses changent, étaient probablement invariants sur certaines transformations, mais en 1984, ils ont avancé l'hypothèse beaucoup plus audacieuse que ça allait l'être sur toutes les transformations qui préservent les arbres. Donc, ceux qui ont fait analyse complexe savent peut-être que c'est les transformations conformes. Permettez-moi de vous donner quelques exemples. Donc, voici mon plan. Je vais commencer à tracer des lignes jaunes et des lignes oranges comme repères.
Je les trace toujours en angle droit. Je leur applique une transformation. Puis si après la transformation, les angles sont demeurés droits, je me dis que ça doit être quelque chose comme conforme. La seule chose que j'ai faite d'ici à ici, ben, j'ai tourné un petit peu. Ça a préservé tous les angles sont droits. Je vous donne tout de suite un exemple où ça ne marche pas. Donc, une transformation linéaire qui change un petit peu, qui envoie ça là-dessus, n'est pas conforme parce que tous mes angles ici ne sont plus droits. J'ai gâché mes angles droits. OK? Curieusement, les transformations conformes, c'est un énorme ensemble. Enfin, toute fonction analytique complexe est une transformation conforme. Et il y a un incroyable théorème qui dit que tout domaine fermé peut être envoyé sur le demi-plan supérieur. Donc, j'ai fait les transformations, puis j'ai indiqué dans chacune des dessins 2 points, et les 2 points ont toujours la même image dans la transformation qui envoie un objet dans l'autre. OK? Donc, voici. Et voici d'autres qui sont beaucoup plus compliqués, dans le sens que ceci est un demi-plan supérieur, sauf que j'ai fait une coupure ici. Donc, un point ici n'est plus voisin du point là. Il y a une coupure. Curieusement, le théorème de l'application de Riemann dit que ce demi-plan avec la coupure peut être transformé conformément au demi-plan supérieur. C'est un petit peu difficile à visualiser, donc je l'ai calculé pour vous. Et vous allez voir qu'à chaque instant, mes lignes jaunes et mes lignes rouges demeurent perpendiculaires. Cute, hein? Allez, une autre fois. Donc, dans ce cas-là, ça faisait longtemps qu'on connaissait l'expression, puis on la connaît aussi si la coupure est un arc de cercle. Donc, voici ce que ça donne. Choisissez un angle proche de la frontière, puis suivez-le, et assurez-vous qu'à chaque moment de la transformation, cet angle-là demeure droit. Je trouvais ça tellement cute que je le fais tourner dans le sens contraire. Quand on travaille beaucoup sur des animations, on ne peut plus s'en passer de regarder indéfiniment. Donc, vous pouvez dire, arrête Yvan, là, passe à la diapo suivante. Chose que je vais faire. OK. Mais, bon, tous les angles droits demeurent droits, c'est vraiment chouette. Alors, l'idée d'Odette Schramm est de dire, qu'est-ce qui se passe si je prends maintenant l'interface, par exemple, de la percolation ou d'un autre modèle où il y a une transition de phase. Donc, ce calcul-là et cette programmation-là étaient un petit peu plus difficiles. Elle est parfois imparfaite. Des fois, il manque des bouts de ligne, je m'en excuse. Mais après quelques jours de travail, j'en avais ral-bol. Mais bref, voici ce que ça donne. Les angles demeurent toujours perpendiculaires. Donc, à chaque instant, vous voyez une transformation, le résultat d'une transformation conforme. Vous voyez une petite affaire qui ne marchait pas. Donc, c'est assez chouette. Et comme tout bon film d'Hollywood, le lien entre les 3 sections est le suivant. L'interface entre la partie mouture et la partie où l'eau passe a une dimension fractale qu'on sait maintenant calculer avec ce modèle-là, qui est le lien avec la première section. Et le lien avec la deuxième section, c'est le point rouge sur l'axe horizontal. Donc, si on utilise cette théorie qui me permet de retirer l'interface, le point rouge a un mouvement brownien. OK? Donc, l'interface n'est pas un mouvement brownien en 2 dimensions, mais quand on la retire, le point rouge, qui est le point où l'interface arrive à la frontière, ça, c'est un mouvement brownien.
Odette Schramm avait plus de 40 ans, Greg Lawler aussi, et Wendelin Werner avait moins de 40 ans. Et donc, c'est Wendelin Werner qui a eu la médaille Fields pour ces travaux-là. Je trouve, quand j'ai compris ceci, j'ai trouvé ça beau. Dernier mot pour Henri, par Henri Poincaré. Si un résultat nouveau a du prix, c'est quand, en reliant des éléments connus depuis longtemps, mais jusque-là épars et paraissant étrangers les uns aux autres, il introduit subitement l'ordre là où régnait l'apparence du désordre. Merci beaucoup.